Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Nouveau mercato idéal aujourd'hui, on s'attaque au Stade Brestois, une semaine après avoir fait l'épisode sur l'Olympique de Marseille. Un épisode sur lequel j'avais eu plein de retours de plein de supporters de la France entière. Bref, j'ai surkiffé faire cette vidéo et j'ai pris énormément de plaisir toute la semaine à répondre aux très nombreux commentaires qui l'en ont suivi. Et donc, comme vous le savez, la Ligue 1 étant en crise avec les droits télé, les clubs français doivent désormais apprendre à bien travailler. Eh bien, le Stade Brestois n'y échappe pas à ce mercato idéal, même si en soi, Brest, est-ce qu'ils ont réellement besoin de mes conseils? Je ne pense pas, tant c'est un club qui travaille bien, tant c'est un club qui, avec un budget très restreint, parvient tous les ans à faire des miracles. Une nouvelle fois cette saison, ils ont terminé 8-9e en Ligue 1, et surtout, ils nous ont fait vivre une épopée magnifique en Ligue des Champions. Qui l'eût cru, il y a encore 2 ans, que Brest allait jouer contre le Real Madrid, le Bayer Leverkusen. Bref, c'était une histoire très belle qui ne demande qu'à être poursuivie, tant les travaux d'Éric Roy depuis son arrivée, c'est un quasi sans faute. En fait, son parcours depuis maintenant, ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'il est là. En 2 ans, pour moi, c'est un sans faute. Éric Roy fait beaucoup de bien. Alors, on va commencer déjà par parler un peu du contexte du club, parce qu'il y a toujours un contexte à prendre en compte pour réaliser un mercato dans un club. Alors à Brest, le contexte de l'intersaison, ça va être notamment autour de l'avenir d'Éric Roy et de Grégory Lorenzi, qui sont, on va pas se mentir, les deux hommes forts sportifs du Stade Brestois. Grégory Lorenzi qui est le directeur sportif et qui parvient, comme je le dis, à faire des miracles sur le mercato. Donc il est forcément sollicité depuis quelques étés désormais. Alors son avenir est en question pour cet été, et Éric Roy aussi. Certains parlent d'une fin de cycle. Je vais rapidement clarifier la situation. Pour moi, c'est essentiel de continuer avec eux, au moins une saison de plus, parce que là, effectivement, il y a une fin de cycle, il y a l'après-épopée à gérer, il y a quelque chose de nouveau à réinjecter dans le club cet été, et donc pour moi, c'est essentiel que ces deux hommes-là soient toujours au club en vue de la saison prochaine. Donc c'est quasiment déjà le premier recrutement important, c'est de conserver ces deux hommes-là. C'est encore plus important que n'importe quel joueur que je vais faire venir au Stade Brestois cet été via le mercato idéal. Évidemment, ça n'a pas réellement lieu, parce que sinon j'aurais un pouvoir assez puissant auprès des hautes instances de la Fédération Française de Football. Ce n'est évidemment pas le cas. Donc comme je l'ai dit, une fin de cycle pour certains joueurs. Il y a 3 départs majeurs à prendre en compte au sein du club, vous allez les voir par la suite. Et puis il y a l'après-épopée à gérer, c'est-à-dire que Brest est passé par beaucoup d'émotions ces 2 dernières saisons. Il va falloir réussir à gérer ça, faire en sorte que les joueurs qui ont joué la Ligue des Champions parviennent facilement à se reconcentrer sur la Ligue 1, parce que l'année prochaine, Brest ne devrait pas disputer de Coupe d'Europe, sauf catastrophe, notamment pour l'Olympique Lyonnais, qui pourrait se voir disqualifié, et donc Brest pourrait éventuellement. Mais bon, avec des si on refait le monde, moi je vais partir du principe que Brest ne jouera uniquement la Ligue 1 cette saison. Et donc, on va commencer avec les objectifs. Alors, quels sont les objectifs de ce mercato idéal? Poursuivre les travaux de 2023. Quand je dis poursuivre les travaux de 2023, c'est vraiment dans la continuité de tous les travaux de Éric Roy et de Grégory Lorenzi ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont une vraie stratégie de recrutement, ils ont une vraie stratégie pour fidéliser aussi les joueurs au projet. Un club comme Brest, c'est pas un club qui a énormément d'ampleur dans le paysage de la Ligue 1, mais qui parvient toujours à se créer une identité. Et c'est là-dessus que Brest, je trouve, a beaucoup avancé ces 2 dernières années. Donc voilà, l'objectif, ça va être de poursuivre dans cette philosophie-là. L'objectif, ça va être de combler les départs. Je l'ai dit, il va y avoir 3 départs majeurs, mais également d'autres départs, notamment dans la rotation. Il va falloir les compenser, parce que Brest a une particularité, c'est qu'ils ont quand même besoin d'avoir un effectif assez dense, même sans Coupe d'Europe, parce qu'ils ont des joueurs qui sont assez fragiles physiquement, et donc il faut quand même avoir une certaine profondeur de banc. Donc ça va être une des grosses clés de ce mercato. Construire autour des joueurs clés, donc ça c'est vraiment cette saison on a vu que certains joueurs comme Ajorc, comme Chardonnay, bref on a Magnetti, voilà il y a plein de joueurs sur lesquels Brest peut s'appuyer pour cette nouvelle saison, plein de joueurs clés, plein de joueurs cadres, les fondations solides du club sont déjà posées, l'objectif ça va être vraiment de construire autour, donc ça fait évidemment partie de tout ça, et puis fidèle à la stratégie du club dans le recrutement, j'ai mis Ligue 1, Ligue 2 ou même français, dans le sens où Brest tente des coups assez locaux, il y a rarement des coups un peu fantaisistes à Brest, dans le sens où ils vont rarement chercher des joueurs assez
assez loin dans d'autres championnats, c'est quand même assez rare. Je vais essayer de rester fidèle à tout ça, même si j'avoue que je suis quand même allé chercher certains joueurs dans des championnats un petit peu moins importants, afin notamment de respecter aussi les finances du club qui sont très loin d'être infinies, même si pour rappel Brest a touché 50 millions avec la Ligue des Champions cette année, et donc quand je ferai le bilan financier ce sera évidemment à prendre en compte. Donc voilà, on attaque directement avec le mercato, avec les fins de contrat, et il y en a beaucoup. Cette année à Brest, Jordan Amavi, Massadio Haidara, Edimilson Fernandez, Ibrahim Salah et Abdoulaye Ndiaye pour ne citer que. Alors Jordan Amavi, latéral gauche de fortune cette saison, qui s'est retrouvé dans un rôle de titulaire en tout début de championnat avec la grosse blessure de Bradley Loco, qui était de base le titulaire au poste, mais qui du coup a complètement manqué la saison dernière à cause d'une rupture des ligaments croisés. Mais bon, on a rapidement vu que Jordan Amavi ne faisait pas la maille en Ligue 1, et donc en fin de contrat je ne le prolongerai pas, au même titre que son compère au même poste, Massadio Haidara, qui a signé un contrat d'1 an en provenance du RC Lens la saison dernière, et qui, je trouve, a fait du bien par moments. Son expérience dans certains matchs face à des équipes du même niveau que Brest, d'avoir ce type de joueur là, ça peut permettre d'aller chercher des victoires parfois à un but d'écart, etc. Mais bon, Haidara néanmoins, si on veut relancer un nouveau cycle, surtout que pour lui, pour être fidèle un peu aux propos que nous avait annoncé l'équipe, lui il aimerait pourquoi pas aller chercher un dernier gros contrat en Arabie Saoudite ou dans un pays comme ça, un peu au Qatar, etc. Je le laisse partir en fin de contrat. Edimilson Fernandez et Ibrahim Salah ne devraient pas rester au club après leur prêt au Stade Brestois. C'est des joueurs qui sont vraiment venus pour faire le nombre, pour pouvoir gérer et la Ligue des Champions et la Ligue 1. Les deux ont eu des moments corrects dans la saison, notamment en début de saison, mais ça reste quand même très globalement insuffisant sur l'ensemble de l'année. Donc voilà, et puis le seul que je vais garder dans cette liste de 5, c'est Abdoulaye Ndiaye. Et là, je casse déjà un peu la tirelire parce qu'il est prêté non, c'est pas Bastia, c'est quand il s'était révélé. Non, il est prêté par l'Estac de Troyes. Donc vous savez, il fait partie du City Football Group, là, le groupe sportif de Manchester City. Et donc son option d'achat étant à 9 millions, je pense que Brest peut réussir à la faire baisser. Et peut-être que pour 5,5 millions, Brest peut réussir à conserver Abdoulaye Ndiaye, qui pour moi est vraiment devenu un taulier dans cette défense brestoise et qui nous a quasiment fait oublier Lilian Brassier. Et pourtant, c'était quand même une tâche qui n'était pas facile. Et en vue d'avoir de la continuité dans cet effectif aussi, je pense que c'est important de garder la charnière centrale titulaire, à savoir Chardonnay et notre ami Abdoulaye Ndiaye, donc 5,5 millions pour lui. Je pense que c'est un très bon coup. Il suit une progression qui est quand même assez constante. Donc il a été formé à Lyon, il a été prêté à Bastia, tout le monde l'a repéré en Ligue 2, grosse saison. Il a confirmé encore plus avec 3 en Ligue 2. Brest va le chercher pour la Ligue 1, en Ligue 1 ou même en Coupe de France. Il a évidemment fait le travail. On l'a un peu moins vu en Ligue des Champions parce que c'était beaucoup Soumaïla Koulibaly qui était prêté par Dortmund. Mais bon, Abdoulaye Ndiaye, je le garde en vue de la saison prochaine. On continue les fins de contrat, il y en a beaucoup, donc ce qui signifie qu'il n'y aura pas forcément besoin de faire partir beaucoup d'autres joueurs tant l'effectif est déjà amoindri avec tous ses départs en fin de contrat. Soumaïla Koulibaly, j'en parlais, il va retourner à Dortmund en prêt, beaucoup de blessures, le joueur a complètement disparu depuis le mois de février, quelques bons matchs en Ligue des Champions mais pas de quoi le conserver, je suis même pas sûr qu'il y avait une option d'achat. Romain Fèvre, il retourne à Bournemouth, bon... sur certains matchs il a fait le métier parce que c'est un joueur qui est quand même assez talentueux, mais je trouve quand même que ça reste une folie pour Brest de pouvoir se l'offrir définitivement. Donc non, pas de Romain Fèvre la saison prochaine. Jonas Martin arrive en fin de cycle aussi à 35 ans. J'ai vu que certains clubs de Ligue 1 ou même de Ligue 2 étaient potentiellement intéressés par ses services en vue de la saison prochaine. Je le laisse partir, au même titre que Abdallah Sima qui a fait plutôt une bonne saison je trouve, prêté par les Rangers, et qui visiblement devrait pourquoi pas rejoindre l'Olympiakos selon les dernières informations que j'ai vu passer. Le seul autre joueur que je garde en fin de contrat, que je vais prolonger, donc c'est Mathias Pereira Lage. Alors là aussi il y a pas mal d'enjeux parce que Brest a fini la saison de façon très correcte, mais c'est aussi grâce à Mathias Pereira Lage. Initialement dans la rotation il s'est complètement imposé dans le 11 brestois, il a réalisé je crois 7 passes décisives dont 6 depuis le début de l'année civile 2025. Bref, il a très très bien fini la saison et je trouve qu'il atteint une certaine stabilité où on va pouvoir le considérer comme un joueur clé vraiment de l'effectif brestois, ce qui n'était pas forcément le cas l'année dernière. Et donc voilà, il est en train de s'affirmer, d'avoir un statut. Ce serait vraiment dommage qu'il quitte le club alors qu'il commence enfin à s'affirmer et à se stabiliser en Ligue 1. Donc voilà, Mathias Pereira Lage, je le prolonge au Stade Brestois et donc...
On va désormais s'attaquer au départ. Alors rassurez-vous, il n'y en a que 4 et c'est déjà pas mal parce que si on rajoute à ça tous les autres départs, ça fait quand même 12 départs dont 8 en fin de contrat. Pour les départs, encore une fois, je reste très fidèle à ce qui se passe réellement, hein, aux différents papiers qui sont sortis. 2 départs qui sont déjà quasiment officiels au Stade Brestois, c'est ceux de Mady Camara et de Marco Bizot. Mady Camara, on serait sur une vente assez onéreuse parce que c'est quand même un des meilleurs milieux de Ligue 1. Alors je vais pas le mettre parmi le top 5 des meilleurs milieux de Ligue 1 parce qu'il y a quand même du Tolisso, du Rabiot, les 3 milieux du PSG, bref, il y a quand même du lourd. Mais au moins dans le top 10, voire dans le top 15 parce que déjà la saison où Brest allait chercher la Ligue des Champions, il avait été énorme, mais vraiment sensationnel. Et encore cette saison, je trouve que c'est le meilleur des 3. Entre Lismailou qui a enchaîné les blessures, Magnetti que j'ai trouvé un peu plus en dedans cette saison. Et bah Mady Camara, lui, il a assumé son statut, que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, c'est une valeur sûre. Je pense que Brest peut en tirer 9 millions environ. Donc voilà, Mady Camara qui quitte le club, je pense que voilà, c'est parfait pour lui. Il a fait 2 années vraiment pleines. Il a offert beaucoup d'émotions au peuple brestois. C'est le bon moment pour partir par la grande porte. Donc voilà, Mady Camara qui quitte le club. Marco Bizot, ça c'est également quasiment officiel. Sur le dernier match face à Lille au stade Francis Leblay, le gardien a fait un dernier tour de stade un peu synonyme d'adieu, donc on comprend que c'est la fin de l'histoire. Brest cherche déjà d'ailleurs son remplaçant. 2 millions d'euros, je pense que c'est à peu près le prix. J'ai vu qu'il y avait certains clubs néerlandais qui seraient pas contre le rapatrier aux Pays-Bas. Donc voilà, Marco Bizot qui aura vraiment offert de très bons services au stade brestois pendant 3 ans, il me semble. Je crois qu'il a fait 3 ans là-bas. Donc voilà, super gardien, super mentalité. Il quitte donc le stade brestois cette année. Romain Del Castillo, autre grand artisan de la qualification en Ligue des Champions du stade brestois, mais qui arrive finalement un petit peu en fin de cycle, on s'en rend compte. Alors il a moins joué cette saison, on a vu Romain Fèvre, on a vu Pereira Lage, on a vu aussi Mama Baldé, Abdallah. Il a beaucoup plus partagé son temps de jeu cette saison, il a quelques petits pépins physiques. Donc voilà, pour moi il arrive également en fin de cycle et c'est peut-être la dernière occasion pour Brest, je crois à 1 an de la fin de son contrat, d'en tirer quelque chose. Il est gaucher, ailier droit, ça reste un joueur vraiment reconnu en Ligue 1. Je pense sincèrement que Brest peut en tirer 5,5 millions d'euros environ. C'est moins que s'il l'avait vendu l'année dernière, mais ça reste quand même intéressant et non négligeable, surtout au vu des finances du stade brestois, puisque certes Brest a reçu 50 millions grâce à son épopée en Ligue des Champions, mais le but c'est pas de les cramer dès la première année, c'est de pouvoir réussir à étaler toutes ces finances-là sur les années à venir, qui s'annoncent quand même difficiles pour nos clubs de Ligue 1, on le sait. Et donc voilà, dernière vente, Yanga Mbok, sans trop de surprise, il a enchaîné les prêts insatisfaisants en Ligue 2, je pense que pour à peine 300 000, Brest peut s'en séparer définitivement, il n'a pas du tout le niveau Ligue 1, et il peine vraiment, c'est un garçon qui peine vraiment à complètement lancer sa carrière en tant que titulaire dans un club, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Voilà, faudrait peut-être même qu'il redescende d'un cran, pourquoi pas en national. Pour ce qui est du bilan des départs, donc on a 12 départs au total, comme je l'ai dit, 8 qui sont en fin de contrat avec beaucoup de retours de prêt, comme vous l'aurez compris, mais également 4 départs du coup qu'on a rajoutés depuis l'effectif du stade brestois, donc ça fait 16,8 millions d'euros de recettes transferts hors commission d'agents, etc. Et on a enlevé certains gros salaires du club, Marco Bizot le gardien, Romain Del Castillo notamment, et puis aussi des joueurs assez expérimentés comme Jordan Amavi, Massadio Aïdara et Dimilson Fernandez. Donc voilà, globalement niveau salaire on est plutôt pas mal. J'allais oublier aussi le salaire de Romain Fèvre. Donc voilà, je pense quand même que niveau finance, Brest allège sa masse salariale, ce qui est très important pour les clubs de Ligue 1 avec les difficultés pour ce qui est des droits télé. Donc voilà. Désormais on s'attaque aux 11 brestois, donc maintenant qu'on a fait partir autant de joueurs, qu'on a réussi un petit peu à nettoyer ce vestiaire-là et à poser réellement les fondations de l'année prochaine, où en sommes-nous dans le fameux 4-3-3 de Eric Roy. Donc si on regarde un petit peu, du coup on voit bien l'absence de Marco Bizot dans les buts, il lui faut donc un remplaçant. Côté gauche, c'est le même combat. Alors, normalement, Bradley Loco devrait faire son retour, mais je vais pas partir sur une nouvelle saison en tant que titulaire parce que ça reste un joueur fragile et c'est quand même compliqué de miser sur un joueur aussi fragile titulaire dès le début de saison. Donc, on va essayer de choper un latéral gauche pour le mettre en concurrence avec Bradley Loco. Un ailier droit avec le départ de Romain Del Castillo. Et comme vous le voyez, j'ai pas mis une recrue pour remplacer Mady Camara, j'ai fait monter le jeune Kamori Doumbia, qui mérite à mes yeux d'être réellement titulaire indiscutable dans cette équipe brestoise, aux côtés de Lismailou, de Magnetti. À 22 ans, ça fait déjà, je crois, 2 ans qu'il est à Brest, qu'il a fait de très bonnes choses.
2 ans ou... Ouais, c'est ça, oui, si, c'est bel et bien, ça fait bel et bien 2 ans qu'il est à Brest. Bref, c'est un joueur qui est vraiment doué, qui a vraiment quelque chose dans les pieds, on l'a vu sur ce dernier match. Pour construire cette équipe, je me suis aussi pas mal fié à ce que j'ai vu sur le dernier match face à Lille, qui m'a beaucoup plu, qui ressemble beaucoup à l'identité d'Éric Roy et du Stade brestois. Et avec certains joueurs en moins, on a vu que Brest était capable de faire des choses. Ajorc a été très bien, on le sait, ça va être une base évidente pour l'année prochaine, Ludovic Ajorc, parce que c'est vraiment un très bon attaquant de Ligue 1. Kamori Doumbia, voilà, c'est mon premier choix un peu fort, on va dire, dans cette équipe. Cela n'empêche que si on regarde une seconde équipe type, on va dire, pour voir un peu la profondeur de banc, on se rend compte qu'il y a quand même du boulot. Il faut trouver une doublure à Ludovic Ajorc, une doublure à Lismelou, une doublure aussi à Magnetti ou à Madi Camara, en fonction de comment on voit ça. Et puis une doublure aussi au poste d'ailier droit, vous l'aurez compris, il nous faut donc recruter 2 ailiers droits. J'ai mis Justin Bourgault en tant que 3e arrière gauche, dans le sens où le latéral gauche que je vais aller chercher, je vais faire en sorte qu'il puisse également jouer dans l'axe, parce que derrière on a toujours le Cardinal qui lui a fait une vraie bonne saison, c'est un joueur que j'aime vraiment beaucoup, qui est quand même assez intéressant. Et puis pour éviter d'avoir à recruter un DC, j'ai fait monter le jeune Raphaël Le Guen, qui a fait une très bonne saison en Youth League avec les jeunes U19 brestois, et qui mérite donc, pourquoi pas, d'être 4e défenseur central dans cette équipe. Axel Camblan, lui, fait son retour de près de Valenciennes, où il a été plutôt intéressant en 3e division, donc je lui mets une place sans être trop importante dans la rotation qui peut être pas mal. Luc Zogbe qui a montré des choses aussi cette année au poste de latéral droit. Et puis le gros achat de l'année dernière côté brestois, Mama Baldé, qui reste au club en tant que doublure et comme vous l'aurez compris un peu en tant que joker de luxe, parce qu'il peut jouer sur quasiment tous les fronts de l'attaque. Donc voilà. Pour ce qui est du recrutement, donc, nous avons du boulot. Nous avons 7 recrues à aller chercher, un gardien titulaire pour remplacer Marco Bizot, un défenseur gauche titulaire / rotation pour remplacer Haïdara et Amavi, un milieu défensif dans la rotation, donc là le but c'est vraiment de trouver une doublure, mais aussi un joueur qui est capable vraiment de jouer en Ligue 1 à Pierre Lismelou, parce que avec ses pépins physiques, autant avoir un vrai joueur solide à ce poste-là. Ça a peut-être manqué à Brest d'ailleurs la saison dernière. Un milieu central de rotation, donc un peu un remplaçant à Madi Camara, un attaquant droit titulaire, un attaquant droit dans la rotation, et puis une doublure à Ludovic Ajorc au poste d'attaquant. On commence avec le gardien titulaire. Déjà, un des gros enjeux du mercato brestois, remplacer le départ de Marco Bizot. Il faut relancer un cycle, donc il faut un gardien sur lequel tu peux miser sur les 2 ou 3 prochaines années. Et je suis allé chercher Kjell Scherpen. Donc vous connaissez certainement pas ce joueur, vous voyez sa taille, vous commencez déjà à faire un petit malaise vagal, parce que 2,05 m, même Thibaut Courtois paraît petit à côté de lui. Effectivement il est immense, c'est un gardien que je suis depuis pas mal d'années. Il appartient, si je dis pas de bêtises, à Brighton, qui a déjà une grosse base de gardiens, avec notamment Verbruggen, qui est un des meilleurs gardiens de Première Ligue que j'adore, qui est exceptionnel. Donc Scherpen, il devrait pouvoir s'en séparer pour environ 5 millions d'euros, d'autant qu'il suit une certaine progression constante. Prêté au Vitesse Arnhem aux Pays-Bas, il avait été très intéressant. Il a passé un cap l'année prochaine avec un prêt à Sturm Graz, qui est l'ancien club de Mika Beret, l'attaquant de Monaco, qui du coup a joué la Ligue des Champions cette année, et en Ligue des Champions il a été énorme. Il a encore quelques matchs où il peut faire mieux, je l'ai vu notamment en Ligue autrichienne certes, mais pour moi à 25 ans il suit une vraie progression constante, il commence à arriver à maturité, et du coup comme je l'ai dit, vu qu'à Brighton on compte pas trop sur lui, c'est une opportunité de marché. Pour 5 millions d'euros, Brest peut s'offrir un très bon gardien qui commence déjà à avoir un peu d'expérience, qui arrive à maturité et qui a 25 ans seulement. Donc sur les 2-3 prochaines années, tu peux miser sur lui. Donc voilà, je vais chercher Kjell Scherpen à ce poste de gardien de but. Je le suis vraiment depuis pas mal de temps, j'aime beaucoup. Autre recrutement un petit peu exotique, c'est le dernier, rassurez-vous. Après je vais être vraiment fidèle à ce que j'ai dit en début de vidéo, à savoir aller chercher des joueurs français, Ligue 1, Ligue 2. Le dernier joueur un peu exotique que je vais chercher, c'est Karalampos Lykogiannis. C'est un latéral gauche qui est dans la rotation à Bologne, qui joue très très peu, mais qui à chaque fois qu'il a joué a été vraiment très bon. Donc moi je vais le chercher, je lui propose une place de titulaire d'entrée au Stade brestois. Il est athlétique, je crois qu'il doit faire 1m86 ou 1m87, il est très grand. Il peut jouer dans une défense à 3 dans l'axe, il est grec, il a un gros manque de temps de jeu du coup à Bologne, athlétique, une grosse expérience. Pour moi c'est idéal.
avec un Bradley Loco qui est encore un peu trop juste physiquement, avec lui tu as une vraie base et tu as surtout le vrai remplaçant à Massadio Haidara avec des performances qui, moi, à chaque fois que je l'ai vu avec Bologne, je l'ai trouvé bon, donc ça me surprend qu'il ait si peu joué. Je pense que Brest peut vraiment lui proposer de le faire venir, vu qu'il est en fin de contrat, ça reste une belle opportunité de marché. Ça suit les logiques un peu de la finance, et ça permet aussi d'apporter de l'expérience sur le côté gauche de la défense brestoise. Surtout qu'on va partir avec Ndiaye à ce poste-là en tant que défenseur central gauche. Donc voilà, pour bien entourer Ndiaye, au moins on apporte un peu d'expérience. Donc voilà, Lico Giannis en tant que latéral gauche. Pour la doublure, excusez-moi, à Pierre Lismelou, je vais chercher Pierre Ekwa, 23 ans. En tant que Nantais, c'est un joueur qui a été formé au centre de formation du FC Nantes, qui est parti à Southampton, à Sunderland, qui a ensuite du coup été prêté au Stade Brestois. Donc il est également passé, je crois, par l'école de formation de Chelsea. Il est donc prêté à l'AS Saint-Etienne cette saison. On a vu des bonnes choses avec lui, notamment depuis l'arrivée de Eric Orneland. Je me souviens de son match au Parc des Princes. Ce qui me plaît beaucoup avec son profil, c'est que je vois du Pierre Lismelou dans son style de jeu. C'est pas un vieux numéro 6 qui va mettre très fort des taquets, même s'il est également capable de le faire, mais c'est aussi un joueur un peu, j'ai mis ordinateur de bord dans le sens où tu sens que c'est lui qui a toujours le jeu devant lui, qui organise un peu de quel côté vont se passer les offensives stéphanoises, qui va un peu gérer son milieu de terrain. Il a un placement qui est très intelligent. Voilà, pour moi c'est la doublure idéale à Pierre Lismelou, c'est-à-dire que si demain Pierre Lismelou se blesse, je n'ai pas peur avec lui de le mettre titulaire en Ligue 1 parce qu'il y a une certaine forme de continuité. Maintenant qu'il s'est un petit peu révélé en Ligue 1, il faut qu'il confirme, donc pour moi ce serait intéressant pour lui de rester dans le championnat. Et puis il y a une certaine compatibilité 4-3-3, puisque c'est aussi un schéma qu'on retrouve beaucoup avec Eric Orneland. Donc voilà, ce poste de numéro 6 devant la défense dans un 4-3-3, il connaît très bien. Et puis voilà, il est assez grand comme Pierre Lismelou. Voilà, c'est vraiment un profil assez similaire à Lismelou, donc une vraie doublure. Pour ce qui est du milieu de terrain de rotation, je vais chercher Enzo Bardelli. Alors Bardelli, je pense qu'il pense certainement pas au mercato d'ores et déjà, puisqu'il s'apprête à jouer le dernier play-off de Ligue 2 pour pouvoir disputer le barrage face au club de Ligue 1 afin de faire monter l'USL Dunkerque. Rendez-vous compte, Dunkerque qui est montré en Ligue 1, c'est le ciel qui nous tomberait sur la tête tellement ça paraît improbable. Mais voilà, un autre club qui travaille bien. Et bien Enzo Bardelli s'est complètement révélé dans cet effectif nordiste cette saison. J'ai fait une vidéo sur Dunkerque il y a quelques semaines où je disais que Bardelli, c'était pour moi le joueur qui allait le plus rapidement toquer à la porte de la Ligue 1. Pour moi, c'est la suite logique pour lui. C'est un numéro 8 qui est assez offensif, qui se projette pas mal. Il doit être à 6 ou 7 passes décisives en Ligue 2 cette saison. Il est assez petit, c'est un petit gabarit, mais ça reste un milieu de poche très précieux, techniquement plutôt à l'aise, toujours tourné vers le but adverse, toujours le corps, voilà, il joue rarement dos au jeu. Voilà, il est toujours orienté vers le but adverse et c'est typiquement un joueur qui serait Eric Roy compatible à mes yeux. C'est-à-dire que je le vois bien passer un cap avec Eric Roy, comme Hugo Magnetti a passé un cap, comme Mady Camara a passé un cap. Donc voilà, pour moi ce serait la suite logique pour Enzo Bardelli, ce serait parfait, ce serait le mariage idéal. Donc voilà. Pour le recrutement d'un attaquant droit titulaire, j'avais envie d'aller chercher un joueur qui connaît plutôt bien la Ligue 1 et je vais chercher Maxwell Cornet. Alors là, vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas faire avec Maxwell Cornet? Il se blesse beaucoup, je sais. Et West Ham ne sait plus trop quoi en faire. Ils ont essayé de l'envoyer en prêt au Genoa. Il a fait quelques bons matchs, puis après il y a eu une blessure, etc. Moi je pense vraiment que s'il parvient à faire une bonne préparation estivale, c'est un vrai talent à relancer. Ça me fait penser un peu à Pierre Lismelou. Il était parti en première ligue à Norwich, il s'était blessé, il s'était un peu blessé, tout le monde a dit il est foutu, il est terminé, il est revenu en Ligue 1, il a tout pété. Maxwell Cornet c'est un peu la même chose, il a fait de longues années à Lyon où il a montré des choses incroyables, ou même en Ligue des Champions face à Manchester City. Bref, il connaît la première ligue, c'est un vrai talent brut à relancer pour le Stade Brestois, et c'est une opportunité de marché parce que West Ham veut absolument s'en séparer cet été. Pour moi, un retour en Ligue 1 lui permettrait de retrouver ses jambes, son aisance, bref. Un club comme Brest comme ça, très sain, où il n'y a pas besoin de se prendre la tête parce que voilà, ça travaille bien, c'est une vraie bande de potes à l'intérieur et on le sent, je pense que ça peut lui faire un grand bien et Brest pourrait peut-être tirer le meilleur de Maxwell Cornet. Et si Maxwell Cornet est à 100%, je pense que ça peut vraiment faire des dégâts en Ligue 1. Donc voilà, Maxwell Cornet, je vais le chercher au poste d'attaquant droit titulaire. Donc voilà, pour 4 millions d'euros, ce qui est la deuxième plus grosse dépense après Kjell Scherpen, le gardien. Pour ce qui est de l'attaquant droit dans la rotation,
Opportunité de marché, je fais fonctionner la filière Rennes-Brest pour ce qui est des prêts, ou même Ibrahim Salah, Lilian Brassier, bref. C'est une connexion qui marche bien, même Del Castillo entre Rennes et Brest. Brest aime bien aller chercher des joueurs à la relance du côté de Rennes. Ça tombe bien, il y a le jeune Andrés Gomez, colombien, acheté 9 millions d'euros par Rennes l'année dernière, qui, je trouve, a fait certaines bonnes différences en sortie de banc. C'est intéressant, c'est un gaucher, il a marqué un très beau but face au Havre il y a quelques semaines de ça, il est très talentueux, il a eu du mal à s'adapter à l'intensité de la Ligue 1, je pense que aller à Brest, ça lui permettrait vraiment de bien comprendre la Ligue 1, de bien comprendre le fonctionnement d'un club un peu à l'ancienne comme Brest. Voilà, je le vois bien là-dedans, je sais pas si j'arrive à bien m'expliquer, mais le fait de rétrograder un petit peu en fonction du prestige d'un club, parce qu'à Rennes, il y a des grosses ambitions européennes, etc. Alors qu'à Brest, on se prend pas la tête, on essaye d'optimiser au maximum les performances. Et si Brest arrive à vraiment lancer la carrière d'Andrés Gomez en Ligue 1, je pense qu'en sortie de banc, ça peut évidemment être un luxe, à moindre coût, puisqu'on serait sur un prêt avec pourquoi pas une option d'achat. Mais bon voilà, je vais chercher Andrés Gomez, je pense que Rennes c'est très intéressant pour eux également de l'envoyer en prêt du côté de Brest. Donc voilà, je trouve que ça arrange un peu tout le monde cette affaire là, donc voilà, pour moi Andrés Gomez c'est vraiment un attaquant droit idéal pour la rotation. Et enfin je vais chercher le remplaçant idyllique à Ludovic Ajorc. Je vais chercher Ryan Philippe. Alors, il a été formé, il me semble, du côté de Dijon. Il a eu du mal à vraiment s'affirmer avec Dijon en Ligue 1. Il l'a un peu plus fait en Ligue 2. Il est ensuite parti en Allemagne où il a complètement explosé cette année. Je crois qu'il a marqué 15 buts en deuxième division allemande, qui est, croyez-moi, une division qui est quand même très intéressante, qui a révélé certains très bons joueurs comme Christos Solis par exemple, excusez-moi. Donc bon voilà, je vais chercher Ryan Philippe. Polyvalence, il est gaucher comme Ajorc, donc ça me plaît aussi. Il peut potentiellement jouer un peu en faux neuf, il peut un peu jouer aussi dans un attaquant droit un peu centré. Bref, il y a une vraie intégration possible au jeu offensif d'Eric Roy, une vraie polyvalence en sortie de banc qui peut apporter une alternative à Mama Baldé. Voilà, pour moi c'est un profil inédit dans le vestiaire brestois, et en plus de ça, c'est un buteur, c'est-à-dire que tu perds Del Castillo qui est capable de te mettre 5 ou 6 pions par an. Là, avec Ryan Philippe, t'as un joueur qui peut te les mettre aussi sans problème, ces buts-là. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je veux le chercher, parce qu'on sait que Pereira Lage, par exemple, il a un peu plus de mal à trouver le chemin des buts. Donc là, au moins, avec un joueur comme ça en sortie de banc, je pense que Brest peut parvenir aussi à attirer un nouvel attaquant un peu prolifique. Donc voilà, pour ce qui est du 11 titulaire brestois, Sherpen du coup dans les buts, Ndiaye Chardonnay devant lui, Kenny Lala au poste de latéral droit, un des meilleurs brestois la saison dernière, Liko Giannis en latéral gauche expérimenté, devant lui Mathias Pereira Lage, le trident du milieu de terrain qui se connaît par cœur, Doumbia, Lismelou, Magnetti, devant Ajorc, côté droit Maxwell Cornet, ça fait un effectif qui est quand même assez expérimenté, qui a quand même un certain âge. On note que seuls Doumbia et Ndiaye ont moins de 25 ans si je dis pas de bêtises, avec le gardien Sherpen évidemment. Donc voilà, mais par contre quand on regarde un peu la profondeur de banc via une seconde équipe type, là il y a beaucoup plus de jeunesse. Pierre Ekwa 23 ans, Camblanc 21 ans, Andrés Gomez 22 ans, Zogbe 20 ans, Le Guen 18 ans, Loco 23 ans. Seul Mama Baldé serait un peu le joker de luxe avec un peu plus d'expérience. Je garde évidemment Grégoire Coudert dans les buts. Il a fait quelques bons matchs en Coupe de France. On a vu que quand il est titulaire, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions, il a un peu plus de mal. Je pense que c'est normal. Donc voilà, on va quand même le garder en doublure évidemment. Mais voilà, je trouve que Brest a quand même pas mal de solutions pour compenser aux nombreuses blessures, aux nombreuses absences. Enfin, imaginons demain Kenny Lala se blesse, tu mets Luc Zogbe, c'est pas un problème. Chardonnay, tu as le Cardinal. Liko Giannis, tu as Bradley Loco. Voilà, quasiment tous les postes sont doublés. Et au vu des fragilités de cette équipe brestoise physiquement, je pense que c'était important de faire ça à moindre coût. Puisque quand on regarde le bilan du recrutement, on a donc 7 arrivées, dont 5 francophones ou Ligue 1, Ligue 2. Donc on suit un des principaux objectifs du mercato, de cohérence, de contexte. Donc voilà, on a dépensé 17 millions d'euros, ce qui est à peu près autant que ce que Brest aurait perçu de ses départs qu'on a fait tout à l'heure, même si c'est un peu moins vu qu'on ne comptait pas les commissions d'agents tout à l'heure. Mais avec les 50 millions de la Ligue des Champions, je pense que Brest devrait pouvoir rentrer dans les clous. Je trouve qu'on a quand même plutôt bien géré le coup parce qu'il y avait quand même pas mal de recrutement à faire et pas mal de travail
à réaliser, notamment avec la profondeur de banc, etc. Les gros salaires en moins, j'en ai parlé tout à l'heure, on est parvenu à éliminer certains gros salaires. Alors peut-être que Liko Giannis, ça peut être un salaire assez important, ou même Maxwell Cornet, mais je trouve que ça reste modéré par rapport à la masse salariale du Stade Brestois l'année dernière. Je trouve qu'on a plutôt bien géré la chose. Donc voilà, conservation de la profondeur de banc, ça c'était important, avec les blessures récurrentes. J'en ai donc assez parlé. Donc voilà, on touche à la fin de ce mercato idéal. J'espère que j'aurai été un peu assez clair dans mes choix de joueurs, dans mes choix stratégiques. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao!